Bonjour à tous. Bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour assister à ce webinaire. Je suis Bénédicte Caillé-Malpel, directrice générale de la Société nationale de protection de la nature. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Donc, Société nationale de protection de la nature qui édite le Courrier de la nature depuis 1961. Nous sommes très heureux de vous retrouver autour du dossier numéro 344. Donc, c'est le dernier numéro du Courrier de la nature qui s'intitule Les singes au miroir de l'humanité. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux éminents spécialistes des primates. Victor Nara, docteur en médecine vétérinaire, chargé de recherche au CNRS, au Muséum national d'histoire naturelle et au CNRS Université Paris-Cité, et également Cédric Sueur, professeur des universités en éthologie et primatologie, membre de l'Institut universitaire de France, Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, Université de Strasbourg, CNRS, et ainsi que Yolène Delabigne, journaliste, spécialiste des intelligences animales et administratrice de la SNPL, et qui nous fait le plaisir d'animer ce webinaire. Donc, je vais passer tout d'abord la parole à Eva, qui va vous expliquer et vous donner quelques précisions sur les modalités d'organisation logistique et technique de ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais savoir, est-ce que tout le monde nous entend bien? Si vous pouvez peut-être mettre dans la conversation s'il y a des personnes qui n'entendent pas bien, ou voilà, le préciser. Jean-Marc, OK. Il dit que c'est OK, d'accord, Jean. Alors, pour ce qui est des questions, les intervenants vont pouvoir faire leur présentation, et comme je l'avais précisé donc, dans le lien de mail qui vous avait été envoyé pour les personnes inscrites, en gros, les questions, elles auront lieu sur le canal qui est dédié à ça, que vous devez avoir normalement, qui s'affiche avec marqué Q et R. Et vous pouvez poser vos questions ici directement, et elles seront ensuite centralisées, et on les triera par typologie, et on aura 30 minutes en fin d'intervention pour échanger avec les intervenants vis-à-vis de vos questions. Donc voilà. Et n'hésitez pas si vous avez la moindre interrogation ou quoi, nous on reste disponible tout le long du webinaire sur le chat. En nous donnant la parole à Yolène, qui va nous présenter cette belle thématique, ainsi que nos intervenants invités. Eh ben, merci Bénédicte, bonjour à tous. Donc ce webinaire parle des primates et des populations locales et se pose la question quelle conservation pour un avenir partagé? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'il est difficile, voire impossible, de protéger les animaux sans avoir l'adhésion des populations locales. Il y a eu suffisamment d'expérience pour le savoir aujourd'hui. Il faut vraiment embarquer les gens en fait pour s'unir dans cette mission qui est une mission très exigeante et complexe. Et les résultats sont en général beaucoup plus positifs. Alors justement, pour nous en parler, nous avons Victor Nara, qui est chargé de recherche au CNRS et qui travaille sur les interactions entre les humains, l'environnement et les grands singes. Donc, après un rappel sur l'histoire de la conservation, il va nous expliquer les enjeux actuels de la protection des grands singes en Afrique centrale et le rôle vraiment clé que jouent les populations locales. Et puis ensuite, Cédric Sueur, qui est enseignant et chercheur en éthologie et en primatologie à l'Université de Strasbourg. Et il vient de publier Les péripéties d'un primatologue aux éditions Odile Jacob. Il va explorer l'évolution des comportements culturels chez les primates. Ça fait peu de temps qu'on parle de la culture chez les animaux, mais maintenant, et Cédric est justement un des spécialistes des comportements culturels chez les primates et leur capacité d'adaptation quand leur environnement se transforme, et en ce moment, il se transforme beaucoup et très rapidement. Et il va nous expliquer les défis qui se posent à nous pour coexister avec les animaux et les primates, qui sont le sujet de ce webinaire. Donc, après leur présentation, on aura quelques échanges tous les trois. Et à partir de 13h30, vous pourrez poser vos questions via la conversation. Ça va vous laisser à peu près une demi-heure de questions-réponses avec nos deux experts. Maintenant, je laisse la parole à Victor Nara. Merci beaucoup Yolène. Je vais partager mon écran. Bonjour à toutes et à tous. J'en profite pour remercier la SNPN pour l'invitation à ce webinaire. Tout le monde voit bien mon écran là, c'est bon? Oui? Parfait. Oui. Super.
Merci. Donc ça va être une présentation un peu dense, je vais essayer de tenir le temps et si je parle trop vite ou si c'est pas clair, hein, Yolène, n'hésitez pas à me couper ou à clarifier pendant le propos. Donc comme ça a été dit, je Pas de m'appelle souci. Victor Nara, je suis chercheur au CNRS et en fait, je m'intéresse surtout, à l'étude des socio-écosystèmes qui prennent en compte, pleinement les populations humaines, leurs pratiques, leurs savoirs, leurs représentations, et avec, un cas d'étude de long terme sur les bonobos en République démocratique du Congo. Donc tout d'abord, quand on parle de conservation, thème de ce webinaire, il faut et notamment des primates, je voulais juste faire un rappel, je ne suis pas sûr que tout le monde ait cette, idée en tête, que les primates, c'est un ordre très diversifié avec plus de 500 espèces de primates non humains. Et donc parmi ces 500 espèces, un peu plus de la moitié sont, menacées d'après l'UICN, 60. Donc la conservation ne se traite pas, ne s'évoque pas de la même manière pour des espèces extrêmement menacées ou des espèces non menacées. Et moi, je m'intéresse particulièrement aux bonobos, mais plus largement aux grands singes, surtout africains, en Afrique centrale. Et donc, les grands singes, ce sont ces primates qui n'ont pas de queue, qui marchent sur les phalanges, qui ont un gros cerveau, et représentés par les bonobos, les chimpanzés, les deux espèces de gorilles, et là, j'en ai mis que deux, en fait, il y en a trois, des espèces de orang-outans, avec en plus l'orang-outan de Tapanuli. Donc, chacune de ces espèces de grands singes, sans rentrer dans le détail, va avoir une écologie, une socialité particulière. Ces grands singes sont tous menacés. Vous avez ici je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais les labels, les étiquettes UICN, donc soit en danger critique, soit en danger d'extinction, d'après la liste rouge de l'UICN. Pourquoi ces espèces sont menacées? Alors, comme beaucoup d'espèces forestières, elles sont menacées par la déforestation, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On pourrait y revenir, mais il n'y a pas une déforestation, il y a plein de types de déforestation qui ont des origines variées. Ils sont également menacés par le braconnage et moi, en Afrique centrale, je fais une distinction entre, la chasse commerciale, qui pour moi rentre dans le braconnage, de la chasse de subsistance qui, à mon sens, doit être traitée un peu différemment, mais aussi le commerce d'animaux vivants qui fait, partie du braconnage. Et dernière grande menace pour les grands singes, les maladies. Les grands singes sont les espèces, les plus proches de la nôtre et donc on peut partager de nombreuses maladies, pardon, de nombreux agents pathogènes. Et les humains peuvent être source de nouveaux agents pathogènes pour les grands singes. Donc soit dans des contextes de forte proximité, comme ici ce chimpanzé traversant un village, en Ouganda, mais en fait la plupart des transmissions vont plutôt se faire dans le cadre d'écotourisme, donc des étrangers qui vont venir voir les grands singes, notamment les gorilles, mais pas seulement, ou aussi à cause de nous, à travers la recherche scientifique, puisque on force une proximité spatiale pour pouvoir étudier ces espèces, ce qui pose toujours une question d'équilibre entre coûts et bénéfices des études en milieu naturel. Donc, ces trois grandes menaces, déforestation, braconnage, maladie, sont tout à fait liées à notre espèce, à l'espèce humaine. On est au centre des menaces, mais on est également au centre des solutions. Et bien que ces trois grandes menaces soient, réelles, il ne faut pas oublier qu'elles vont être variables en fonction des contextes. Heu, voilà et aussi en fonction des espèces. Une espèce très sociale va être beaucoup plus sensible à des maladies qui vont pouvoir se transmettre entre les membres du groupe qu'une espèce, solitaire comme l'orang-outan, où si un individu est infecté par un nouvel agent pathogène, il va y avoir moins de chances qu'il le transmette à un autre individu. Donc ces espèces sont menacées, on aimerait bien les protéger, mais on pourrait quand même se poser la question de pourquoi protéger particulièrement les grands singes? Et c'est une vraie question, je pense, qu'il faut se poser pour toutes les espèces. Autrement dit, qui décide de protéger quoi, pourquoi, comment? Et donc pour les grands singes, il y a ici 3 éléments de réponse qui sont critiquables et dont on peut débattre, hein, mais tout d'abord, c'est des espèces emblématiques, c'est les plus proches espèces de la nôtre, et donc les grands singes, historiquement, ont d'abord été étudiés pour mieux comprendre l'évolution de notre lignée. Ce sont également des espèces parapluies, c'est-à-dire qu'en protégeant une espèce de grand singe, on va protéger de nombreuses autres espèces, animales et végétales. Par exemple, les bonobos, pour une communauté de bonobos, il faut à peu près 20 km² de forêt équatoriale, donc ça fait beaucoup d'autres espèces animales et végétales. Et enfin, les grands singes, alors pas tous, mais surtout les chimpanzés, bonobos et orang-outans, peuvent être qualifiés de jardiniers de la forêt, comme d'autres espèces, hein, d'ailleurs, pas seulement les grands singes, par la dissémination des graines. Une étude a par exemple montré il y a une dizaine d'années que des bonobos, un bonobo seul, un individu, va disséminer environ 172 kilos de graines par an à plus d'1 kilomètre de distance du lieu de consommation. Et donc en tant que jardinier de la forêt, en fait, il participe activement à la régénération forestière, à la dynamique forestière de manière générale. On va les protéger, très bien, mais qu'est-ce que c'est que la conservation? Donc souvent, je ne sais pas si vous voyez ma flèche de souris là, mais souvent quand on pense conservation, on va la penser en milieu naturel et moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement. Mais il y a plein d'approches différentes. Le plus connu, c'est le parc national où
Très fréquemment, les populations locales ne sont pas du tout impliquées, sont même exclues de l'aire à protéger, donc des très fortes contraintes d'accès et peu d'implication. Et à l'autre extrémité du spectre, on a en fait la conservation communautaire qui est très hétérogène par rapport au parc national. Il y a plein de sortes de conservation communautaire, mais en gros, on peut dire qu'en théorie, il y aurait moins de contraintes d'accès et plus d'implication des populations locales. Mais la conservation peut aussi passer par les sanctuaires qui récupèrent les bébés orphelins issus du trafic euh, illégal et le parc animalier. Bien que ce soit débattu depuis plus d'une vingtaine d'années, les parcs animaliers sont quand même passés d'un objectif de divertissement, comme dans les années 90, à aujourd'hui plutôt un objectif de sensibilisation du public et même de financement de la conservation en milieu naturel. Et cette conservation, je voulais quand même faire un aperçu historique, donc désolé, la diapo va pas être très jolie, ça va être un peu dense, mais si vous n'avez pas ces éléments, ça me semble vraiment essentiel d'avoir une sorte de recul, faire un pas de côté, un petit regard critique et historique sur d'où vient notre conservation actuelle. Le premier parc national a été créé aux États-Unis à la fin du 19e siècle, notamment autour de la notion développée par John Muir de l'intérêt d'exclure les humains d'espaces à protéger pour la nature elle-même, pour que la nature soit en libre évolution. Avec cette idée de wild, de wilderness, de sauvage en fait, qui n'est pas du tout, qui est une notion à mon sens très complexe et qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions, notamment quand on n'est pas dans nos pays de résidence où là on sait un peu plus ce que ça veut dire. Et donc, ce rapport à la nature, qui n'est pas universel, avec là une volonté d'exclure l'humain de la nature pour elle-même, pour la protéger elle-même, est au centre encore aujourd'hui des genèses de politiques de conservation. À la première moitié du XXe siècle, on est dans un contexte colonial. Cette année, on fête les 100 ans du parc des Virunga, qui a été le premier parc national créé sous le nom de Parc Albert en Afrique, en l'actuelle République démocratique du Congo. Et ce qui était intéressant, c'est que ça fait 100 ans et en fait, depuis 100 ans, il y a des conflits, hein, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des conflits avec les populations riveraines qui ont été exclues de ces terres intégralement protégées. Et en parallèle, les colonisateurs ont développé des réserves de chasse avec l'idée de dire que la chasse faite par les populations locales était néfaste, mais que par contre, une chasse sportive pour les colons, une chasse au trophée, était bien plus acceptable, bien plus souhaitable même. Et donc, à travers la conservation, depuis plus d'un siècle, en fait, hein, la conservation était aussi utilisée comme un outil de gestion des espaces et des humains dans un contexte colonial. Au cours de la deuxième moitié du XXe, contexte post-colonial, les indépendances des années 50 et 60, 61, c'est la création du WWF, grande ONG bien connue, qui est en fait créée par des personnes qui étaient avant des agents des pays coloniaux pour gérer ces espaces à protéger. Donc il y a une sorte de continuité là. Mais rapidement, au cours de cette deuxième moitié, il y a une prise en compte, en tout cas théorique, des populations humaines. Se dire, il faut absolument intégrer les populations humaines, avec notamment dans les années 70, le programme de l'UNESCO, Man and Biosphere, confirmé dans les années 90 par la Convention sur la diversité biologique, et notamment son article 8J, dans lequel les populations locales, c'est bien écrit, on doit prendre en compte leur savoir, leurs pratiques dans l'élaboration de projets de conservation. Mais ça, c'est très théorique. D'une conservation stricte, on passe donc à une tentative d'intégration de conservation et développement. Il y a une très grande littérature scientifique autour de ça depuis 30 à 40 ans, euh, et aussi une volonté, là encore théorique, dans les textes internationaux, de prendre en compte les populations humaines. Aujourd'hui, depuis le début de notre siècle, on a ce qu'on appelle une augmentation des contestations, c'est-à-dire que, avec notamment la multiplication des ONG qu'on appelle de plaidoyer, qui vont faire du plaidoyer autour du respect des droits des populations locales et autochtones, on va avoir de nombreuses remontées du terrain mettant en avant les conséquences d'une conservation parfois qui malmène souvent, en tout cas en Afrique centrale, les populations locales. Et donc ça se matérialise par exemple par la plainte en 2016 de l'ONG Survival contre le WWF auprès de l'Union européenne pour maltraitance des populations locales et autochtones en Afrique centrale. Et en 2020, il y a un livre très intéressant que je recommande qui s'appelle L'invention du colonialisme vert de Guillaume Blanc. De nombreux autres auteurs ont travaillé sur cette question-là, mais ce livre a le mérite d'être à la fois accessible au grand public et à la fois universitaire. Et cette diapo, enfin, ces grandes idées sont aussi en partie issues de ce livre. Donc, on a un mouvement d'ampleur depuis un quart de siècle à peu près, qui ne s'oppose pas vraiment à la conservation, non pas aux objectifs de conservation, mais à la manière dont elle est menée. Et je voudrais rappeler aussi ici que c'est pas parce qu'on est spécialiste d'une espèce qu'on est spécialiste de sa conservation. Bien sûr, on a de l'expérience, mais que la conservation est également un objet de recherche. Ce n'est pas seulement une modalité d'action ou une action opérationnelle. Et maintenant, je vais vous détailler, à la lumière de ça, en quelque sorte, comment il peut y avoir aussi des cas de coexistence qui nous donnent des pistes ou
moi, je trouve des espoirs, mais aussi des possibilités d'alternatives à une conservation, plus, respectueuse et plus intégrée. Et donc c'est sur le cas d'étude du site de long terme où je travaille en République démocratique du Congo. Donc les bonobos, ils vivent en gros entre le fleuve Congo que vous voyez sur cette carte-là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, et la rivière Kasaï. Et donc j'ai pas mis à jour la carte, désolé, elle est un peu vieille, mais elle a une dizaine d'années. L'aire de répartition des bonobos est en orange. Les sites d'études, la plupart ont disparu, sont les étoiles blanches et les aires protégées en vert et en rouge. Et donc une étude, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, a mis en avant que, comme attendu en fait, hein, plus un espace est fragmenté, plus une forêt est fragmentée et plus il y a d'humains, moins il y a de bonobos en termes de probabilité. Mais dans ce modèle qui était de la modélisation, cette même étude a montré que ces paramètres n'étaient pas significatifs à l'ouest de l'aire de répartition des bonobos. D'où l'intérêt de cette zone du sud-ouest, c'est exactement là où je travaille, là où il y a marqué Manzano en vert, puisque ça va nous permettre de mieux comprendre l'influence de la fragmentation de la forêt et la proximité humaine sur les bonobos, et d'aller dans un lieu d'étude où on n'a pas une séparation spatiale entre humains et bonobos, mais on a bien une coexistence ancienne. Donc c'est le territoire de Bolobo, qui est un site d'études unique pour plusieurs raisons. On est à moins de 300 km de Kinshasa. Sur la photo de droite, vous voyez, vue d'avion, c'est une mosaïque forêt-savane, qui est un type d'habitat très rarement rencontré pour cette espèce, qui vit dans la grande forêt de la cuvette centrale du bassin du Congo. Mais également, les populations locales humaines, les Téké, les Batéké, respectent un interdit alimentaire coutumier. Et en plus, et là, comme le disait Yolène, les populations locales, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on n'a pas eu besoin de les embarquer puisqu'elles ont initié elles-mêmes un projet de conservation communautaire à travers l'ONG congolaise Mbumontour. Donc, avec eux, avec Mbumontour, on a mis en place depuis une quinzaine d'années un projet de recherche de long terme et on a habitué la communauté de bonobos de Manzano. Donc voici quelques images de bonobos et leurs noms, leurs prénoms, des bonobos qu'on suit au quotidien. Alors, pour les étudier, il faut les habituer et les habituer, c'est la galère. Ça prend à peu près 5 ans d'efforts quotidiens. Vous avez ici, Dodo. Est-ce que juste vous voyez la vidéo ou pas? Ça passe? OK. Oui. Ouais, Oui. super, merci. Donc, Dodo qui est en train de c'est en 2013, 2012-13, on a commencé l'habituation et là, il s'endort, il nous regarde, il est à 30 mètres de nous, mais quand même, il nous regarde tout le temps et à un moment, il va faire un geste de pointage, genre: «Vous êtes là». Hop, avec la main, il nous pointe. 2 ans après, on a, Clémentine en 2015, une vieille femelle qui est en train de faire un nid de repos. Donc les bonobos dorment dans des nids, hein, comme les chimpanzés et là, elle nous regarde même pas, elle est à moins de 5 mètres de hauteur, à moins de 20 mètres de nous, elle fait son nid et elle va s'allonger en nous tournant le dos. Et donc ça montre le processus d'habituation pour dire que étudier une espèce comme les bonobos, c'est vraiment très compliqué, ça demande beaucoup d'investissement et même une fois qu'ils sont habitués, c'est la galère de les suivre en forêt. Une fois qu'on a fait ça, là, et donc on a plein de données de long terme. J'ai montré une étude très rapide faite sur 2 ans de données GPS pour vous montrer tout d'abord que bien que les bonobos vivent en mosaïque forêt-savane, un habitat fragmenté, sur la carte en bas à droite, plus c'est rouge, plus ils vont passer de temps sur 2 ans de données de suivi GPS. On leur met pas des colliers, hein, évidemment, on peut pas les toucher, on prend des points GPS nous-mêmes. Et donc ça montre qu'ils n'évitent pas les lisières. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, que les bonobos se réfugient dans les zones les plus lointaines de la savane, au cœur des patchs de forêt. Eh bien, pas du tout. Le cœur du domaine vital est très proche de la lisière. Et en bas à gauche, là où il y a les points bleus, c'est en parallèle du suivi tous les indices d'activité humaine qu'on a pu relever, qui ne sont pas des activités interdites, hein. Et ça montre le partage entre bonobos et humains dans cette zone. Donc, ce qui est intéressant, c'est une zone de coexistence ancienne. Ces humains, les Batékés, ils vont faire plein de choses dans la forêt, des champs, de la chasse de plein de manières différentes, de la cueillette alimentaire, de la pêche, et cetera. Mais ils vont également avoir un rapport un peu spirituel à la forêt. La coutume va être un cadre d'utilisation. Le jour de Mpika, ça veut dire que c'est comme le dimanche, mais c'est après 3 jours travaillés. Le 4e jour, on n'entre pas dans la forêt, en théorie. Et mes recherches ont également montré qu'au-delà de l'interdit alimentaire, il y avait une sorte d'évitement des rencontres. Les batékiers cherchent à éviter les rencontres avec les bonobos parce que ça peut porter malchance. Donc la coutume est aussi un cadre d'utilisation de la forêt. Je vais passer ça pour le temps. Et donc ces batékiers, ils se sont également mobilisés pour créer cette ONG locale. C'est vraiment très très rare en Afrique centrale, hein, que ce soit bottom-up, comme on dit, c'est-à-dire une initiative ascendante, une initiative locale de conservation de la nature avec 3 axes principaux, du développement local, c'est même leur priorité au départ, de la sensibilisation et de la conservation. Pour la conservation, ils développent notamment ce qu'on appelle des forêts communautaires, donc des villages. Là, il y a 6 villages qui ont donné une partie de leur forêt. Donc vous avez ici l'échelle, la carte à gauche, là c'est assez zoomé. Tous les liserés en gris, c'est les espaces donnés par les villages pour la conservation de la forêt et des bonobos.
Et c'est eux-mêmes, les villageois, qui ont déterminé les règles d'utilisation de ces espaces. Il n'est pas interdit de rentrer dans ces forêts, mais certaines règles sont requises. Et récemment, avec la RDC, on a eu un nouvel outil juridique, les concessions forestières des communautés locales, donc ce qu'on appelle les CFCL, depuis 2018, mais c'était officialisé dans cette zone depuis 2021, qui ont permis d'officialiser cette aire entre guillemets protégée qui ne l'était pas considérée avant comme une aire protégée. Et donc ces CFCL, concessions forestières des communautés locales, le point majeur, et ce qui est extrêmement rare, j'insiste là-dessus en conservation, c'est que c'est une gouvernance locale. Ces concessions forestières doivent être gérées par les communautés locales, demandées par les communautés locales, et n'ont pas une vocation de conservation. Elles ont une vocation de multi-usage. On peut y faire de l'exploitation forestière artisanale, de l'agriculture, mais aussi de la conservation. Donc c'est des plans de gestion réalisés localement. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en théorie, on a vraiment une assemblée communautaire qui vont élire des comités de gestion, de suivi, un conseil des sages, qui vont décider des objectifs et qui vont gérer le projet et donc tous ces enjeux de gouvernance locale. En revanche, on se demande s'il n'y a pas un décalage entre la théorie de ce nouvel outil juridique et la pratique réelle qui en est faite. Et j'encadre une thèse en ce moment en anthropologie de la conservation sur ces questions. Et on peut déjà d'ores et déjà dire quand même qu'il y a une sorte d'un accaparement de cet outil par les grandes ONG. Donc en 2023, par exemple, sur les 155 CFCL attribués, plus du tiers étaient accompagnés par le WWF, donc grosse ONG internationale. Et donc ce qu'on est en train de mettre en évidence, mais c'est encore à creuser, c'est que cet outil qui a pour vocation à favoriser une gouvernance locale des espaces forestiers peut et est en train d'être en partie détourné par des grandes ONG internationales pour augmenter rapidement des surfaces de conservation et parfois avec une approche classique, c'est-à-dire sans même avoir un consentement réel des populations locales. Le chef signe un truc, mais il ne sait même pas pourquoi le chef de terre a signé. Ce qui pose quand même pas mal de questions. Voilà, et donc pour finir, je sais que c'était dense et voilà, mais je voulais respecter à peu près le temps. En résumé, je voudrais vraiment insister sur le fait que toutes les espèces de singes ne sont pas menacées, donc les enjeux de conservation ne sont pas du tout les mêmes en fonction des espèces, que pour une espèce menacée, le contexte va être variable, donc une espèce menacée globalement n'est pas forcément menacée partout, et les menaces qui pèsent sur une espèce globalement ne sont pas forcément les mêmes partout dans les situations particulières où elles se trouvent. Rappeler quand même les origines coloniales de la conservation, notamment en Afrique, pas pour nous flageller, pas pour dire qu'il ne faut pas faire de conservation, mais simplement pour le regarder en face et savoir ce que ça dit de la conservation actuelle et des difficultés de sortir d'un modèle de conservation intégrale. Et enfin, il existe des contextes extrêmement variés d'interaction, de coexistence humain et grand singe, et certains de ces contextes, comme celui que j'ai présenté très rapidement, peuvent à mon sens servir de modèle alternatif pour une conservation plus intégrée et plus respectueuse des populations humaines. Je vous remercie pour votre attention. Merci Victor, c'était passionnant. C'était dense en effet, mais Oui. ça pose plein de questions passionnantes. Donc, je vous propose maintenant d'écouter Cédric Sueur et puis après, on va pouvoir justement parler ensemble. Cédric, c'est à vous. Euh, Attendez. J'arrive plus à. À partager les documents. Vous m'entendez là? Oui, oui, très bien. Ah, Enfin, ok, parfait. Parce que je croyais que ma caméra et mon micro étaient désactivés en fait. Mais on m'a coupé le partage On m'a coupé le partage. Euh, Peut-être qu'on peut le réactiver. Il y a eu quelques. Ou alors tout à l'heure je pouvais partager, là je peux plus partager en fait. oui, Oui, il a Eva. changé, il était passé à droite de là où tu vois caméra microphone, Cédric, juste à droite. Moi, c'est là où il y a partagé, à droite de microphone. Ouais, bah, c'est ça. Mais seuls les organisateurs et les présentateurs d'une réunion peuvent partager du contenu. Du coup, tout à l'heure, je pouvais le faire, mais là, je peux plus le faire. Il y a dû y avoir il faut juste me réautoriser à Oui. partager. Alors, une seconde, je vais regarder ce que je peux faire. Bon, en attendant, alors j'ose pas poser déjà une question à Victor parce que ça va, mais on peut sinon Bah, si, continuer. en Oui, attendant, je pense que tu peux bah, poser une question à Victor oui, aussi. il y avait une chose qui m'intéressait parce que vous en parlez, tous les 2. Victor parlait de les attitudes spirituelles, de la population et Cédric, tu insistes beaucoup, là-dessus aussi. C'est vrai qu'on se dit toujours qu'on arrive avec nos regards, non seulement de blancs, mais en plus avec des cultures et des spiritualités qui nous appartiennent bien, comment est-ce qu'on peut gérer ça, ces différences, et parce que dès que la spiritualité ou la religion s'en
s'en mêle, ça devient très, très plus compliqué. Comment est-ce qu'on peut créer une espèce de pensée commune pour respecter leurs croyances tout en travaillant avec eux? Est-ce que, et Victor et Cédric, vous pouvez nous répondre sur cette question qui me paraît capitale, d'après ce que vous dites? Oui, alors je vais répondre pour laisser Cédric, faire ses trucs techniques là déjà. Oui, bah, c'est capital effectivement. Après de mon point de vue, chercher à avoir une pensée commune et dans certains cas un peu peut-être pas illusoire, mais je sais même pas si c'est nécessaire. C'est déjà de s'intéresser aux autres pensées, de considérer que notre point de vue, très culturel, hein, notre rapport à la nature est évidemment pas universellement partagé, n'est pas forcément le point de vue qu'il faut adopter et qu'il peut y en avoir d'autres. Et je pense que déjà cette ouverture-là, heu, permet beaucoup de choses. D'échanger avec les autres, de manière respectueuse et de ne pas imposer une manière de faire. Donc la conservation, juste pour finir rapidement, mais la conservation, ça peut être quand même historiquement, c'est vraiment des blancs qui disent à d'autres gens: vous devez faire comme ça parce que vous faites n'importe quoi avec l'environnement». Et en fait, c'est un vrai problème je pense de penser comme ça, quoi. Oui, Donc c'est voilà, qu'on a après les l'impression, oui, pardon, allez-y, allez-y. on a l'impression qu'on n'a pas évolué depuis le colonialisme, quoi. Et on nous le Bah, reproche. Est-ce que c'est ou on évolue quand même un peu ou pas? Parce que bah, on a évolué évidemment, bien sûr, mais c'est pas parce qu'on a évolué qu'il faut pas, se rappeler de ces racines-là, je pense, et que malgré tout, dans des réflexes d'urgence à agir pour la conservation, il y a encore des réflexes de: «Il faut faire comme ça, il faut absolument agir» et donc les populations locales passent en seconde zone. Après, il y a des contextes très variés. Dans un contexte de guerre avec beaucoup de déplacements de population, bon, ben là, c'est compliqué. Je veux dire, la conservation ne peut marcher que si elle est militarisée à peu près, comme au Virunga. Mais dans d'autres contextes, et c'est ceux-là, je pense, qui sont intéressants, de coexistence, ancienne, ça montre, même pour des chimpanzés, des bonobos, enfin même des espèces très menacées, les humains sont pas tous en train de les bouffer partout, quoi. Enfin, voilà, il y a vraiment mmh. plein de manières de faire. D'accord. Bon, ben, on continuera ce point, passionnant tout à l'heure. Cédric, ça y est, on a tes documents, donc ça peut tu peux nous faire ta présentation? Tout est bon pour toi? Tu as disparu. Donc nous avons les images, mais nous n'avons plus Cédric, mais il va Oui, revenir. vous m'entendez Ah ben maintenant? voilà, ça OK. y est, c'est parfait. Et vous avez Vous bien mes images? pouvez mettre en Oui, plein écran peut-être votre slide, ça sera peut-être plus lisible. Là, je c'est l'ai fait. Vous les voyez en plein écran? c'est très bien. OK. Et pour rebondir à ce que disait Victor, il y a un livre aussi qui vient de sortir et qui fait un peu suite à l'invention du colonialisme vert. Ça s'appelle «Au nom de la nature» et c'est un journaliste, néerlandais qui vient de le réaliser et c'est sur, African Parks. Donc, où il parle bien que African Parks, en fait, c'est, un ensemble de parcs, africains et qui sont gérés par, une organisation, européenne, et qui, en général, cherche à laisser, enfin, ils ont une gestion, très colonialiste des choses avec, les populations locales qui sont, renvoyées des parcs. Et je pense que c'est aussi un bouquin qui sera intéressant. Hem, Moi, j'ai déjà commencé par les macaques japonais qui sont ma spécialité, et comme le disait aussi, Victor, les macaques japonais, c'est pas une espèce qui est en voie de disparition, contrairement à de nombreuses autres, espèces de primates, mais je trouvais que c'était intéressant de vous la présenter justement par rapport à certaines de ses spécificités. Et l'une de ces spécificités, c'est que, le macaque japonais est très étudié par rapport à ses comportements culturels. Il y a différents comportements culturels qui sont présents à différents endroits, au Japon, et je vais vous en, détailler, quelques-unes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a le lavage de patates douces, par exemple, qui a été alors on le détermine par un comportement culturel, même si, c'est, l'homme qui l'a un peu provoqué, mais c'est le premier comportement culturel qui a été décrit chez les animaux en 1950 alors 48 ou 52, je ne sais plus, et qui se passe sur l'île de Koshima, où, les macaques japonais, justement, alors pour faire, assez rapidement, lavent les patates douces pour, les enlever les grains de sable et donner un petit goût salé. Vous avez aussi d'autres comportements qui, sont présents, à différents endroits, qui est, le fait de jouer avec, les cailloux. Alors là, vous avez un jeu en particulier, mais cette manipulation des pierres, il y a 48 comportements, différents.
Et c'est aussi une variation locale assez intéressante. Vous avez naturellement la baignade dans les onsen. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des onsen partout au Japon, mais il n'y a qu'un seul endroit où les singes se baignent. Donc, c'est aux eaux chaudes et c'est à Jikokudani. Excuse-moi, Et Cédric, les pardon, singes ont mais appris à se baigner dans ces eaux chaudes dans les années 1960 en observant justement les humains le faire. Et depuis, ils continuent à le faire. Cédric, il y a un Oui. souci avec votre présentation, elle est figée en fait. Je pense que les participants, ils ne voient pas, ce que vous... Ah bah mince alors. Ah bah oui, il aurait fallu. Ok. Alors, attendez. Et les images ne suivent pas. Vous voyez, les images ne suivent pas. Bah, là, ça y est, mais ça suivait pas tout à l'heure. Donc, mais on voit Alors pas ton attendez. diapo, Cédric, on voit le PowerPoint avec les vignettes sur le côté, tu vois. On voit pas le. Et là, si je le change comme ça, vous voyez mieux? Ou pas du euh, tout? Alors, je vais faire partager l'écran plutôt que de partager la fenêtre. là, on n'a plus rien. Oui, oui, ça va arriver. C'est normal, d'accord. Voilà. Mais là, on a toujours les vignettes sur le côté. C'est pas très grave, mais voilà, parfait. Là, c'est beaucoup mieux. Là, ça commence à fonctionner. Ok, Ouais. alors qu'est-ce que je fais? Vous Ça y voulez est. que je recommence depuis le début en montrant les images ou rapidement je remontre les images, c'est ça? Oui, tu remontres rapidement les images parce que c'est pas la Ok. peine de tout reprendre le. Donc là, vous aviez le Voilà. lavage de patates douces. Ici, vous avez le jeu avec les cailloux. Ici, vous avez la baignade dans les sources d'eau chaude. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le sarudango, qui est un comportement d'agrégation qui ne se fait pas forcément aux endroits où c'est le plus froid, mais qui se passe surtout sur l'île de Shodoshima, où les singes s'agrègent jusqu'à des centaines d'individus, comme ça, pour se protéger du vent et du froid. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de ces deux derniers comportements que vous avez pu voir, c'est des comportements qui peuvent être modifiés par le réchauffement climatique, c'est-à-dire que c'est des comportements qu'on peut perdre avec les changements globaux. Et ça peut être intéressant de noter la culture animale comme étant justement une part entière de la biodiversité, parce que souvent quand on parle de la biodiversité, on parle du nombre d'espèces, du patrimoine génétique, mais on oublie que les comportements culturels sont aussi importants chez les animaux comme ils le sont chez les humains, et qu'il faut aussi sauvegarder ces comportements. Vous avez pu voir aussi qu'on a une évolution culturelle qui est commune parfois entre différentes espèces, et en particulier ici au niveau des macaques japonais entre l'homme et les macaques japonais. Les macaques ont beaucoup appris en observant les humains et les humains ont aussi beaucoup appris en observant les macaques. À certains endroits, ils se tolèrent, à d'autres endroits, ils se tolèrent moins. Et les comportements évoluent au fur et à mesure dans le temps en fonction de l'acceptation ou non de ce qui peut se passer. Et donc, dernier point que je note, conservation et One Health, ce serait vraiment d'intégrer la culture animale dans les stratégies de préservation pour protéger aussi les écosystèmes et le bien-être humain, et c'est ce qu'on appelle le capital culturel de l'animal. C'est-à-dire que les comportements culturels sont importants au même titre des comportements des services écosystémiques. Et quand on parle de ces comportements culturels, il faut essayer de voir quelle importance ils peuvent aussi avoir dans le maintien des écosystèmes et les bénéfices apportés aux humains, même si on ne doit pas sauvegarder des espèces animales juste parce que ça a un intérêt pour les humains. En tout cas, c'est bien de le noter parce que de manière générale, les gens réfléchissent encore ainsi. Alors, par contre, il y a des conflits, de nombreux conflits quand même, entre les humains et les macaques japonais, du fait de l'expansion urbaine et l'accès facile à la nourriture. Alors, il y a une expansion urbaine, mais il y a aussi, depuis l'arrêt de la chasse aux macaques dans les années 50, une expansion de ces derniers.
et qui deviennent de plus en plus nombreux, hein. C'est quand même une des espèces qui se multiplie depuis les années 1950. Elle n'est pas en perte. Et ici, vous pouvez voir justement un macaque un mâle, qui se balade en pleine ville. Ça, c'est un village qu'on a pu aller visiter il y a 2 ans. Vous pouvez voir qu'ils essayent de mettre des filets un peu partout, de protéger les cultures, mais que tout est un peu ravagé. Ici, vous avez des radis qui ont été sortis de terre et puis mangés. Et puis ici, vous avez également des poubelles qui ont été sorties des bacs, déchirées et réparties partout au sol. Donc moi, je fais de l'éthologie, j'étudie le comportement animal, mais j'essaye aussi de comprendre un peu que pensent les populations locales de ces animaux quand il y a des conflits avec eux. Et du coup, je les interroge un petit peu. On verra une vidéo après. Donc il y a différentes méthodes de gestion et j'essaye de comprendre un peu les méthodes de gestion qu'il y a au Japon avec une culture qui est quand même assez différente, dans le sens où en fait c'est un peuple qui est plus animiste, c'est-à-dire qui attribue une conscience ou si vous voulez un esprit à de nombreuses entités vivantes ou non vivantes. Et du coup, qu'il y a une façon de voir l'autre, l'alter, ou l'autre entité de manière différente que nous, occidentaux. Les méthodes de gestion, elles sont assez classiques, elles vont évoluer en fonction des conflits, de l'intensité des conflits qu'il va y avoir avec les macaques. Ici, vous avez pu voir, je vais remettre la vidéo. Vous avez ici une femelle hein, qui est un collier, par exemple. Dans tous les groupes, il y a un individu qui est suivi. Ils essayent de lui mettre un collier GPS pour voir un peu où évolue, comment se déplace le groupe. Vous pouvez voir aussi que là, vous avez encore des grillages qui sont disposés. Et il y a parfois des captures qui sont létales, c'est-à-dire qu'il y a sur une population qu'on estime à peu près à 1 million de macaques, il y a une centaine d'individus qui sont tués chaque année, souvent des mâles, des petits groupes de mâles qui débarquent en ville, qui attaquent les humains et qui, du coup, on ne peut pas les remettre en milieu, dans la forêt, parce que du coup, il y a d'autres groupes, ils vont être rejetés, ils vont revenir en ville, donc c'est assez difficile de les gérer et à ce moment-là, ils décident de tuer ces individus. Mais la gestion est adaptative selon le niveau de nuisance. Ici, vous avez des tableaux, par exemple, qui sont donnés. Sur le premier tableau à gauche, vous avez justement des points qui sont attribués de 0 à 4 en fonction de si on ne voit jamais les individus, à ce qu'on les observe presque tout le temps, tous les jours. Le fait que le troupeau, pas le troupeau, mais le groupe ne sort pas de la montagne à on voit plus de 20 individus par jour. Le fait qu'ils s'enfuient en voyant les humains, au fait qu'ils s'approchent des humains, les menacent, voire les agressent. Et ensuite, vous avez un deuxième tableau où on n'a pas ou peu de villages affectés, à au moins 3 villages subissent des dommages par le même groupe, par exemple, et aussi aucun dommage signalé à intrusion dans les habitations. Donc là, ils essayent de faire des niveaux de nuisance et en fonction de ces niveaux de nuisance, ils regardent comment ils peuvent intervenir. Donc ici, c'est une interview que j'avais faite justement avec des habitants et ils disaient que ils voulaient que les macaques ne soient pas là. Ils aimeraient bien qu'ils soient plus loin, qu'ils restent dans la montagne, mais en aucun cas ils leur voulaient du mal, malgré le fait que, comme vous avez pu voir, ils mangeaient presque la totalité de leurs vergers, de leurs légumes et déchiraient les poubelles. Et ce qui est par exemple intéressant, c'est que ce groupe de macaques, vous avez le village là qui est affecté, au-dessus vous avez une montagne, et ce groupe de macaques vivait dans cette montagne qui est une montagne sacrée. Donc il y avait aussi ce côté de sacralisation, en tout cas donner une entité ou un esprit assez fort à ces macaques, et c'est pour ça qu'ils voulaient pas forcément qu'ils leur voulaient pas forcément du mal. Alors, je travaille aussi sur d'autres espèces. Je travaille sur une espèce qui, elle, est en danger d'extinction, qui elle a été, il y a très longtemps, 30 ou 40 ans, il n'y avait plus que 500 individus. La population est remontée jusqu'à 4000, 5000 durant 30 ans. Et puis, il y a la fièvre jaune
que les Brésiliens n'avaient pas rencontré depuis des années, qui a décimé à peu près un tiers de la population de tamarins dorés. Donc ici, on est dans une recherche avec une coopération internationale où on essaye de comprendre l'impact des changements globaux, du climat, de l'habitation, de l'expansion urbaine sur la transmission de la fièvre jaune chez ce tamarin doré. Et donc, on essaye d'étudier un système complexe puisque la fièvre jaune est transmise par le moustique et qu'en fonction des habitations, de la déforestation, et la présence du moustique peut augmenter et à la fois impacter les humains comme impacter les tamarins. Donc, on fait différentes modélisations de terrain. Je vais vous montrer après des petites vidéos. Il y a des suivis télémétriques. Et l'intérêt, c'est vraiment d'essayer de voir quels sont les tamarins qu'on peut vacciner pour endiguer l'épidémie de fièvre jaune. Alors ici, vous avez par exemple une carte qui représente la population de tamarins lion doré dans une sous-région de Rio de Janeiro. Et on a essayé de voir où il fallait mettre des corridors. C'est les traits que vous voyez pour essayer de lier les différentes populations et de faire en sorte que ces populations puissent se connecter et du coup puissent mieux se reproduire. Et puis je travaille aussi avec le doctorant Maxime Pierron, où lui, il a fait des modèles de distribution d'espèces. Donc à gauche, vous pouvez voir la distribution du tamarin lion doré actuel avec le fait où en jaune, on peut voir les différents tamarins lion dorés en fonction de la qualité de l'habitat. Et il a fait des projections à 2100 en fonction du changement climatique et de la population humaine qui pouvait des changements anthropiques également. Et là, vous pouvez voir qu'en 2100, il y a beaucoup moins de jaunes et de verts et que ça veut dire que la population pourrait totalement disparaître en fonction des changements globaux. Donc, il faut prendre des mesures pour essayer d'endiguer cette extinction. Donc, il faut trouver un équilibre entre la conservation et la protection des populations locales, humaines, intégrer des solutions durables et éthiques, et également sensibiliser et impliquer les communautés, comme l'a dit Victor, à chaque fois qu'on peut interagir et agir quelque part. Voilà, et je voulais juste justement vous annoncer aujourd'hui, Yonan a parlé des péripéties d'un primatologue, mais j'ai aussi écrit un livre, Le Dernier Gorille, qui parle justement d'une dystopie du dernier gorille qui existe sur Terre par rapport à un virus qui a évolué du fait du changement climatique. Et si on veut justement ne pas se retrouver dans ces conditions-là et dans ces états-là, c'est maintenant qu'il faut agir et essayer d'éveiller les consciences. Merci beaucoup. Je vais arrêter de partager l'écran. Vous me voyez, vous m'entendez à nouveau? Tout est OK? Oui, merci Super. beaucoup. Merci beaucoup, Oui. Cédric. Je commençais à vous parler sans avoir mis mon micro, ce qui n'est pas très malin. C'est un métier. Je suis désolée. Merci beaucoup, Cédric, parce que c'était tout à fait complémentaire de la présentation de Victor. Avant qu'on parle d'autres choses, est-ce qu'on peut continuer sur cet aspect de la spiritualité? Parce que tu viens d'en parler là avec les Japonais. Et je pense que c'est vraiment une question centrale. Et comment on peut donc comprendre leur spiritualité et quel est leur regard en général sur l'animal? Est-ce qu'il est finalement plus respectueux, ce qu'on nous dit parfois que nos religions, enfin la religion chrétienne notamment, n'a pas été toujours très respectueuse sur les animaux? Est-ce que là, dans ces populations, qu'elles soient au Japon, en Afrique, etc., les spiritualités les engagent à être plus respectueux vis-à-vis des animaux ou pas? Alors, je ne sais pas qui peut. Cédric, et puis peut-être que Victor pourra nous. C'est assez, ça va dépendre, c'est assez antinomique parfois. C'est-à-dire que on se retrouve dans une façon de penser qui est assez différente. Ça, c'est par exemple les ontologies que Descola a pu me mettre en avant, mais où c'est vrai qu'il critique, enfin oui, critique. En tout cas, l'ontologie naturaliste que nous, occidentaux, on a est très critiquée parce qu'on oppose souvent la nature aux humains, comme si d'un côté il y avait les humains et de l'autre côté la nature, ce qui n'existe pas forcément dans les autres ontologies, mais ça ne veut pas dire forcément qu'avec les autres ontologies,
il puisse y avoir un meilleur respect des espèces animales. Par exemple, le macaque japonais, il va être, assez respecté. Vous avez les singes de la sagesse, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont tués chaque année. Bon, beaucoup moins et d'une façon, beaucoup plus enfin, pas douce, mais en tout cas, heu, graduelle, avec vraiment un intérêt à ne pas vouloir les tuer que nous, on peut avoir avec, les loups, par exemple, je dirais. Mais à côté de ça, vous allez avoir des macaques japonais qui vont faire, où ça a dérivé, donc vous avez une danse traditionnelle qui s'appelle le Sarumawashi, mais aujourd'hui, on va avoir, des macaques japonais dans des parcs où on va leur faire du foot, où on va les habiller, leur faire jouer, comme des scènes de théâtre, ce qui est assez mal perçu, par, nous occidentaux, où en fait, tout ça a plus ou moins disparu, dans nos sociétés. Donc, on peut voir des décalages, et des choses qui sont assez différentes. Maintenant la question c'est que, bah, nous on le voit avec notre œil d'occidentaux et qu'eux voient notre société avec leur œil, de japonais et du coup, bah, il faut essayer de comprendre sans forcément juger, je dirais. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est, le fait d'essayer de comprendre sans juger et de voir comment ils le font et pourquoi ils le font. Merci Victor. Ouais, En Afrique, comment ça se passe de votre point de alors, vue? en Afrique, je sais pas parce que c'est grand, mais en tout cas, là où je travaille en République démocratique du Congo et au Cameroun, hem, pour les bonobos, donc j'ai dit très rapidement qu'ils étaient c'était un interdit alimentaire, c'est-à-dire qu'ils sont pas tués, pas à manger, que c'était un évitement des rencontres. Et en fait, pour, rebondir sur ce que disait Cédric, là où on peut trouver un point commun peut-être, c'est que c'est pas parce qu'il y a un évitement qu'il y a un respect. On peut très bien éviter quelque chose parce qu'on ne souhaite pas le rencontrer et c'est pas forcément un respect au sens, il faut absolument que cet animal vive parce que je sais pas quoi. Donc dans le cas des bonobos, j'ai zappé cette diapo pour garder du temps, mais en fait, c'est dans cette zone, il est considéré comme un ancien humain. Les Batékés, c'est des guerriers traditionnellement, c'est pas des agriculteurs ou des éleveurs ou quoi. C'est des guerriers, c'est-à-dire ils faisaient des conquêtes de groupes humains et de terres. Et le bonobo était un guerrier très important dans le village, mais il avait des dettes et d'après la coutume, quand on ne pouvait pas rembourser ses dettes, on devenait esclave. Pas au sens, triangulaire, commerce triangulaire, au sens on appartient à quelqu'un. Et le bonobo étant très fier, il a refusé d'être esclave, il ne pouvait pas rembourser ses dettes, donc c'était un humain à ce moment-là, il est parti dans la forêt, c'est devenu un bonobo. Donc c'est un humain déchu, c'est un humain déchu de la civilisation. Et ça, c'est un aspect qu'on retrouve dans plusieurs endroits en Afrique centrale, que les grands singes soient mangés ou pas, même dans des endroits où ils sont mangés. Les gorilles, les chimpanzés, les bonobos, très souvent, les mythes d'origine, les cosmogonies, les cosmologies, les manières de se représenter le monde et notamment les grands singes ont une place particulière parmi les animaux et très souvent, ce sont des humains, des anciens humains qui ont rompu le pacte social. Donc pour dire que le respect n'est pas forcément enfin, l'évitement ou la non-consommation ou le fait de ne pas vouloir les blesser n'est pas forcément synonyme d'un respect et c'est pour ça qu'il porte malchance, dans la coutume, le bonobo, dans cette zone, parce que c'est un ancien humain et que du coup, bah, il avait été exclu, donc on ne veut pas le recroiser, quoi. Ce qui d'ailleurs, juste pour compléter, pose des questions, puisque quand on veut les habituer pour s'approcher, pour bien les observer, dans une culture où il est considéré comme porteur de malchance, voilà, ça peut aussi créer des hybridations de perception et de savoir. Je me demandais en vous écoutant, puisque vous parlez beaucoup de la consommation, et c'est vrai que la viande de brousse, c'est un vrai souci. Même si nous, occidentaux, on a fait la même chose, hein, on mange les animaux sauvages et on a fait péricliter des espèces. Là, on est en train de faire péricliter les grenouilles, par exemple. Les Français sont parmi les plus gros mangeurs de grenouilles avec les Américains et c'est assez dramatique ce qui se passe. Donc, on n'a pas de leçon à leur donner. Mais est-ce que sur la piste de l'alimentation, on peut trouver des solutions pour éviter cette fameuse viande de brousse qui, je crois, est en développement? Est-ce que, je sais pas, avec d'autres animaux d'élevage ou de la nourriture végétarienne, est-ce qu'il y a des pistes là-dessus pour protéger les animaux sauvages? Alors c'est plutôt Victor parce que je suis pas sûre, Cédric, tu pourras nous en parler, mais je suis pas Ouais, sûre qu'on mange les ouais. macaques au Japon. Alors, ouais, Cédric pourra compléter, mais en tout cas pour là je parle du bassin du Congo en général, pas que de la RDC. Là justement, il y a un chapitre de livre qui va sortir dans le livre de Frédéric Keck sur ces questions de marché aux animaux vivants et aux animaux tout court. Parce que j'en ai pas parlé, mais toute une partie de mes recherches sur les interactions entre humains et primates, c'est
dans un objectif de conservation, ce dont j'ai un peu parlé là, mais aussi dans un objectif de One Health, de santé, parce qu'en fait, c'est des questions tout à fait liées, dans un espace quand on interagit, voilà. Et donc pour répondre à votre question, c'est ce que cherche à faire la conservation classique depuis, plus de 30 ans à peu près. Développer ce qu'on appelait, les activités, ce qu'on appelle toujours génératrices de revenus, donc déjà l'économie, mais aussi les alternatives à la viande de brousse. Avec l'introduction d'élevage, ça ne fonctionne pas du tout, dans la plupart des cas. Ou ça marche pendant 1 an ou 2 ans et après ça marche pas. Et pour l'Afrique centrale, je parle vraiment que pour l'Afrique centrale là, parce qu'ailleurs je ne connais pas, mais pour l'Afrique centrale, il ne faudrait pas non plus réduire la consommation de viande de brousse à une prise de ressources de protéines animales. C'est bien plus que ça. Il y a, tout un enjeu social, il y a tout un enjeu de partage, il y a tout un enjeu symbolique. Comme, en anthropologie de l'alimentation, on dit, on mange ce qu'on est, enfin, on est ce qu'on mange, enfin, on acquiert les propriétés de ce qu'on mange. Chez nous, c'est la pub pour Charal, hein, le bœuf, tout ça, c'est exactement la même idée partout. Voilà, et donc je pense cette question, il faudrait la décaler. On ne résoudra rien si on vise zéro viande de brousse, et comme je l'ai dit rapidement dans ma présentation, je pense qu'il faut tout à fait distinguer la chasse commerciale, qui est le vrai fléau pour la biodiversité en Afrique centrale, de la chasse de subsistance qui, dans bien des cas, quand il n'y a pas une forte densité humaine, quand il n'y a pas de guerre et de déplacement de population locale qui déstabilisent tous les équilibres installés, la chasse de subsistance n'est la plupart du temps pas une menace majeure pour la biodiversité. La chasse commerciale, oui. Et c'est ça qui est délicat, c'est comment, enfin, si on dit aux gens: «Arrêtez de manger tel truc, c'est vraiment pas bien», ça n'a aucun intérêt. Ils vont pas le faire évidemment, et même si on leur dit: «Regardez, ça transmet des maladies, Ebola ou je sais pas quoi», encore faut-il avoir la même conception de l'origine de la maladie, ce qui n'est là aussi pas le cas. Donc voilà, donc par contre, ce qu'on peut faire, c'est, nous, ce qu'on est en train d'essayer de faire avec l'ONG locale, c'est de développer la culture de champignons, parce qu'en Afrique centrale, les champignons sont une alternative à la viande. Quand on n'a pas de viande dans l'assiette, mais qu'on a des champignons, c'est déjà pas mal. Donc voilà, et il y en a qui ont essayé aussi de mettre en place des élevages d'animaux qui se rapprochent de gibier, comme des pintades, pas les pintades domestiques, les pintades non domestiques d'Afrique là, enfin de forêt, et c'est un peu la galère parce qu'évidemment, elles s'échappent, enfin bon, c'est compliqué, et même quand c'est comme ça va jamais remplacer, une chasse de viande de brousse. La plupart des cas d'élevage installé, c'est une épargne, donc c'est intéressant, mais pas pour remplacer la viande de brousse. D'accord. Cédric, est-ce que je suppose qu'au Japon, ça n'a absolument rien à voir? Et je Non, veux mais en bien fait, après, avant qu'on repasse aux questions du public, j'aurais bien aimé que vous nous disiez 2 mots du One Health, qui est une notion absolument passionnante et qui, je suppose, peut peut-être aider aussi à la conservation d'une certaine façon. Mais vas-y, Cédric. non, mais en fait, pour rebondir sur ce que disait Victor, il y a quelque chose que nous, peut-être on voit plus. Alors peut-être que la consommation de l'agneau, pascal, à Pâques, c'est quelque chose qui peut représenter ça, mais je vois au Japon, il y a certaines consommations, alors justement de la baleine par exemple, qui rentrent dans un aspect, plus, occasionnel, et qui sont aussi, du fait de célébrations ou de choses comme ça, et moi je me souviens d'avoir été en Chine où on m'avait proposé de manger à certains endroits du chien, mais bien sûr j'ai refusé, mais je leur ai demandé pourquoi en fait, et il y avait des chiens, ils avaient des chiens de compagnie, et puis il pouvait y avoir des fermes à chiens à côté, et en fait ils disaient: «Mais on mange pas du chien tous les jours, on mange du chien avec des occasions, très spéciales, pour eux spirituelles», et c'est vrai que c'est quelque chose que nous on voit pas. C'est-à-dire que la consommation de viande, elle est pas juste, alimentaire, c'est ça, il y a aussi autre chose derrière, et du coup, bah, on peut pas le remplacer, parce que ce qu'ils veulent dans cette, occasion-là, spéciale, cette fête, c'est cet animal en particulier, et donc là, essayer de couper, de mettre fin à cette tradition, c'est pas en remplaçant ou en apportant des alternatives que ça peut passer, donc c'est quelque chose qui est très difficile, et qui, comme le disait, Victor, ouais. Et c'est Après la pas très générationnel, ça? C'est Alors ça pas commence ça, à se perdre les parce nouvelles qu'il y a une générations, oui, c'est ça. il y a ouais, il y a une sorte d'occidentalisation, des sociétés à certains endroits, où, ça commence à se perdre un petit peu, mais il y a des endroits où ça se garde encore. Mais en général, quand il y a une occidentalisation des sociétés, entre guillemets, ça veut dire qu'ils vont plus passer, à une consommation de viande aussi
plus intense par rapport à ce que c'était avant, avec mais beaucoup plus de bœuf ou de cochon. Donc, c'est pas forcément mieux pour l'animal de manière globale, c'est juste que c'est décalé et voire c'est même encore moins bien. Et Ouais. pour Ni pour répondre à la question, l'animal, ni pour l'animal, ni pour l'environnement. Et donc là, j'en arrive oui, à la notion de One Health qui. Et juste quand euh, même sur cette question de génération, pardon Yolène, oui, euh, contraire. en anthropologie sociale, par exemple, enfin, ce que m'avait dit ma directrice de postdoc quand j'étais à Pasteur, qui est anthropologue et historienne de l'Afrique centrale, faut pas oublier que la coutume n'est pas figée. La coutume, chez nous, elle est, en gros, dans nos sociétés, elle est transmise par les hommes blancs de plus de 60 ans, en gros, à peu près, quoi. Donc, mais la coutume, c'est ce que vont nous dire les anciens vivants, les vieux, que c'est ça la coutume. Et donc, faut faire attention à bien considérer que cette tradition, donc par rapport au changement intergénérationnel, oui, ça peut être le cas, mais en fait, c'est que même il y a 300 ans, il y avait une opposition des nouvelles générations aux anciennes. Ça, c'est quelque chose qui est bien montré, que ça a toujours été un peu le cas, alors plus ou moins intensément en fonction des possibilités de communication, ou quoi. Mais, et je voulais juste rebondir parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure et je crois que c'est un point important. Mobiliser la question de la spiritualité ou de l'interdit alimentaire comme, moyen d'action pour la conservation, peut être parfois contre-productif ou dangereux, dans le sens où là, il y a des projets en cours qui visent à identifier en Afrique centrale les ethnies qui ont des interdits alimentaires sur des espèces menacées pour préférentiellement mettre en place de la conservation dans ces espaces. Et ça nie totalement la complexité de ce que c'est un interdit alimentaire, mais aussi l'aspect dynamique de la coutume. Et ça vient toujours servir la même chose, des objectifs de conservation de la biodive, pensés en gros par les Occidentaux, par la culture occidentale. Donc même quand on essaye de mettre en place, ça c'est un peu plus, disons, respectueux ou c'est un peu plus, voilà, en fait, à la fin, on sent que ce qui pousse, le moteur principal, ça va toujours un peu dans le même sens. Et moi, je trouve que c'est ça qui est très compliqué. Des alternatives, on en a plein, mais au fond, il y a toujours, enfin toujours, j'espère que ce ne sera pas toujours le cas, évidemment, mais on a quand même cette tendance à ce que l'urgence à agir, à protéger et tout ça. Et ce discours-là, moi, il me gêne pour l'Afrique centrale, même s'il y a plein d'espèces très menacées, mais les actions liées à ce discours ont des conséquences catastrophiques, à mon avis. Oui, mais en même temps, quand on vous écoute, c'est vrai il y a des urgences. Donc, comment faire alors? Parce que on a l'impression d'être Ça, un peu dans une impasse. Vous parlez d'alternatives. C'est quoi alors les alternatives pour à la fois respecter les traditions des populations, mais en même temps sauver une nature qui est en train de vraiment de mourir? Là, on est à l'agonie. Donc, que faire? alors, et je laisserai Cédric compléter, mais ça va paraître très utopique ce que je vais dire, mais enfin, à mon avis, voilà, plus j'avance dans ces recherches autour de la santé, c'est tout à fait lié, hein, c'est les mêmes moteurs. L'augmentation des inégalités sociales, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité. N'allons pas chercher la petite bête aux populations humaines riveraines des espaces qui sont potentiellement menacés, alors que c'est clairement pas ces sociétés-là qui sont en cause. Et ce qui est en cause, on peut le dire comme vous voulez, mais disons que c'est un modèle néolibéral, capitaliste à outrance, où l'objectif global, c'est un enrichissement maximal et une augmentation des inégalités sociales. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'en sais rien honnêtement, mais je trouve que c'est important parce que ça décale les leviers. On pourra toujours, bien sûr, faire des aires protégées, African Parks, qui est une conservation militarisée, tout ça, et ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Mais avec quelles conséquences et quel respect pour des populations humaines qui, dans bien des cas, vivent dans ces zones depuis des milliers d'années et où les espèces n'ont pas disparu. Donc c'est pas leur mode de vie qui est en cause. Clairement, sinon les gorilles, ils auraient disparu depuis bien longtemps, en fait, si c'était les locaux qui ne faisaient que les tuer. Donc, c'est très c'est très bateau, hein, mais c'est vraiment cette idée qu'il y a un moteur commun à l'augmentation des inégalités sociales, aux maladies émergentes, à l'érosion de la biodive et au changement climatique, qui est notre société globalisée il y a plein de mots pour le dire, mais de néolibéralisme, d'ultralibéralisme, de capitalisme à outrance et tout ça, mais et d'individualisation des richesses. Cédric, est-ce que tu veux oui, mais compléter? j'ai rien à rajouter par rapport à ça. C'est vrai que quand on voit quelqu'un tuer un chimpanzé, ça nous met en colère ou on comprend pas forcément, mais derrière, on va prendre des vacances pour aller voir ces chimpanzés en prenant l'avion, en allant dans des endroits où on va consommer là-bas de la viande tous les jours, alors qu'elle a été sa tombe à emporter, enfin, c'est un non-sens total et on s'en rend même pas compte. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'avant de pouvoir, juger, des choses, il faut aussi que nous, on se rende compte de l'impact qu'on peut avoir, sur, notre environnement, et ça, c'est assez intéressant. Par exemple,
un exemple qui est assez clair que j'entends, on peut être végétarien et c'est bien d'être végétarien parce que ça diminue la souffrance animale et ça améliore enfin, en tout cas, il y a aussi il y a un aspect éthique animale et éthique environnementale. Mais par exemple, quand on est végétarien, on va consommer des légumes qui vont être récoltés par les machines à la moissonneuse-batteuse dans les champs, avec le blé et puis les haricots verts. Et derrière, il y a tous les petits lapros, les petits fangs qui passent dans la machine, dans la moissonneuse-batteuse. Donc, c'est des consciences qu'on n'a pas forcément, mais il y a plus de 50% des animaux qui passent comme ça, hein, des petits. Hein. C'est un massacre, mais Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on sauf fait si tu es en derrière? agriculture bio. Sauf si tu es en agriculture bio, où ils le font Ah, t'as différemment. beau être en agriculture bio, c'est quand même ramassé à la machine, à la moissonneuse-batteuse, c'est pas ramassé à la Oui, main. enfin, Donc, en c'est un autre fait, débat. voilà. C'est un autre Mais débat non, parce que si mais on si, mais compare, moi, je trouve que c'est pas si on forcément un compare, autre débat dans le sens où en bah fait on si, va, c'est où est le curseur, où on critique, qu'est-ce qu'on permet de dire, ou comment on regarde la consommation qu'on a derrière. Parce que des fois, on n'a pas forcément conscience de l'impact qu'on a, même en essayant de faire attention. Et je trouve que c'est ça qui est important. Et quand on réalise cela, et ben, du coup, on essaye de se poser à chaque fois et de mieux comprendre l'autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément en se remettant toujours en question soi-même, du coup, je trouve qu'on va moins critiquer l'autre et c'est ça qui est intéressant. non, mais là, c'est pas une question de critique. Là, il faut qu'on avance surtout parce que c'est pas, tu vois, c'était un autre débat parce que si on compare avec l'industrie de la viande, enfin, on en C'est reparlera une sûr. autre fois. C'est un sujet que je connais un peu en tant que végétarienne, mais c'est pas le sujet. Mais Moi, Yolène, juste je vous ferai bien. Oui, pour recentrer justement le débat, comme disait Cédric, enfin, mieux comprendre l'autre. Et quand il disait tu es un chimpanzé et tout ça, moi j'ai discuté avec des chasseurs au Cameroun pour une étude où je faisais aussi des approches anthropologiques. Un vieux chasseur qui disait mais pour tuer un chimpanzé, il faut avoir du cœur. C'est dur de tuer un chimpanzé. Moralement, c'est dur techniquement, mais aussi moralement, on n'a pas envie de tuer un chimpanzé parce que il nous fait comme ça. Il nous dit me tue pas, quoi. Et donc, cette proximité aux animaux, pour dire que c'est pas parce que, on mange quelque chose qu'on ne le respecte pas. Il y a aussi cette idée-là, en fait, de bien sûr. alors évidemment, on va pas parler des fermes à cochons en Bretagne, on va pas voilà, l'intensivité de l'exploitation des ressources est autre chose, à mon sens. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer la subsistance nécessaire de la production, intensive, commerciale, non nécessaire, qui produit de la malbouffe, qui produit plein de choses. Voilà et sur le One Ah, Health quand même, juste pour dire que de mon point de vue, c'est tout à fait lié, puisque même on a pu montrer que les projets de conservation pouvaient influencer les risques de transmission et pas forcément dans le sens qu'on pense. Aussi des nouvelles pratiques de découpe, par exemple, qui vont augmenter les risques. Mais c'est sûr que c'est lié puisque c'est les interactions entre humains, habitat et environnement et que ça, on va parler de biodive et de santé. d'accord. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on ait quand même quelques solutions un peu positives parce que sinon, on va tous repartir en disant: «Bon, super, mais il y a rien à faire», et c'est quand même tout le temps ce qu'on nous répète tout le temps. Donc, il y a un exemple que j'aimerais bien vous faire un petit peu, commenter. C'est tout ce qui est, les fameux corridors dont vous parliez tout à l'heure, dont Cédric parlait, la libre évolution, les expériences qu'il y a là-dessus et notamment un pays comme le Costa Rica, qui est un pays un peu modèle à ce niveau-là, qui est devenu le seul pays qui a considéré comme une politique de la conservation de son environnement et de ses animaux. Pour l'instant, on peut toujours critiquer, puisqu'en France, on critique toujours tout. C'est quand même un grand succès, c'est et économique et environnemental, etc. Est-ce que c'est selon vous, un modèle qui pourrait s'appliquer dans d'autres pays et notamment en Afrique ou quelque chose comme ça, donc où la nature devient un, un, un secteur touristique, mais avec énormément d'éthique, énormément de protection, parce qu'ils font de la libre évolution très dure, et où on voit que leur environnement s'épanouit énormément. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui intéresse les chercheurs et qui pourrait être une piste? Alors je ne sais pas qui peut s'intéresser à me répondre? Ça a pas l'air Alors de moi, vous si, moi je connais pas précisément ah, ce modèle, mais c'est très intéressant et je suis d'accord qu'il faut des espoirs et des solutions et le cas que j'ai présenté de Mboumontour, pour moi, en est un, des cas de mmh, coexistence qui montrent qu'il y a des alternatives à la protection intégrale. Ce dont vous parlez pour le Costa Rica, je ne connais pas du tout, ce pays ni cette situation, mais d'après ce que je comprends dans ce que vous dites là, ça semble très intéressant. La question pour moi toujours qui me guide, centrale, c'est qui décide de faire quoi? C'est-à-dire si le gouvernement
impose aux gens de dire: «Là, c'est de la libre évolution, là où vous aviez vos cimetières, ancestraux, là où vous aviez vos éléments sacrés, là où vous aviez on va s'en servir et on va vous inclure, mais derrière, on va complètement changer vos modes de vie parce que maintenant vous allez devenir restaurateur, gîte d'intendant, pour les touristes ou je sais pas quoi». Très bien, je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que il faut ça se regarde en profondeur. Le succès économique ou de Biodive, très bien, mais il faut quand même, c'est pas pour critiquer juste pour le plaisir de critiquer, c'est vraiment pour moi aussi, hein, je cherche des actions concrètes. Je veux dire, même si je critique la conservation, je suis largement pour la conservation. Mais je pense qu'il y a plein de manières de faire et que si on écoutait plus les gens qui habitent dans ces endroits-là, on aurait beaucoup plus d'éléments, ne serait-ce de compréhension des causes de cette diminution de la biodive. Mais après, tant mieux qu'il y ait des success stories comme le Costa Rica, c'est je me renseignerai plus en détail et c'était un plaisir de l'entendre. Bah, c'est quand même un pays où maintenant 26 je crois, du pays est en libre évolution et qui en 40 ans a explosé le niveau de vie des gens. La plupart des agriculteurs et cetera sont devenus, guides en effet, naturalistes, sont tous passionnés et intéressez-vous-y, oui, parce que je pense que c'est vraiment un succès. Alors Cédric, quelle est ton opinion sur Et ce il y a beaucoup d'importations au Costa Rica. C'est le souci, c'est que c'est bien de faire un joli pays, mais si c'est pour importer des choses qui sont mal produites ailleurs, ça résout pas beaucoup le souci. Donc ça, c'est à voir, par exemple. C'est assez intéressant. Mais après, il y a un projet qui est intéressant, qui avait été développé par le scientifique Wilson. Ça s'appelait le Half Earth Project. Il disait qu'on devrait protéger intégralement 50% de la planète. Alors, ça paraît énorme, mais qu'en gros, si on le faisait, il y aurait tellement de bénéfices derrière, juste avec, en fait, les animaux qui sortiraient de ces endroits, en termes de maritime, de forêt, que la production, de nourriture et la production de bénéfices, écosystémiques et il y aurait ça serait assez incroyable. Et il pourrait y avoir beaucoup aussi de tourisme qui se ferait, aux alentours. Donc, c'est un projet qui est assez intéressant que je suis, qui est difficile à mettre en place, ça on se doute. Après, je dirais qu'il y a aussi des choses qui ont quand même été, bien pensées, au niveau de l'UNESCO. Ils ont fait les objectifs de développement durable. Il y en a plusieurs, et il y en a une vingtaine et dans ces objectifs de développement durable, on n'est pas juste sur le fait de réfléchir en termes de nourriture, mais aussi de diminuer les inégalités entre les populations et de les mener à plus d'égalité aussi au niveau des droits et des décisions. C'est-à-dire que c'est vraiment une implémentation au niveau global qui se fait, une réflexion au niveau global. Et ça, c'est aussi intéressant. Donc, il y a déjà des choses qui sont écrites, produites, qui ont été réfléchies entre différents pays et pas simplement par des Occidentaux, par exemple. Elles sont là, elles sont prêtes à être mises en œuvre. Après, le problème, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire que parfois les solutions existent, mais derrière, les pays n'acceptent pas forcément le fait que ça soit mis en œuvre. Que ce soit notre pays ou les autres pays, hein, je dirais. Ça, Et c'est autre juste chose. pour compléter ce que dit Cédric, parce que ça, théoriquement super, mais la question c'est qui va accepter de dire, «Là chez moi, en fait, nous on va pas faire partie des 50 où c'est protégé». Il faut forcément virer des gens. Et Oui, là, ça pose une vraie question de qui est aux manettes et c'est toute la question de l'anthropologie de la conservation qui se résume en quelques questions. Qui décide de protéger quoi, pourquoi et comment? Et quand on se pose ces questions, ça remue un peu vraiment parce que derrière, qui va décider? C'est ceux qui ont le pouvoir et qui a le pouvoir? C'est ceux qui ont le pouvoir économique, en gros. Faut pas se leurrer, quoi. Et en plus, cette solution, à mon sens, elle va vers l'idée, heu, de la dichotomie nature-culture dénoncée par Descola et d'autres, c'est-à-dire il faut un espace pour la nature, vierge, libre évolution, et il faut un espace pour les humains. Donc des villes très condensées avec beaucoup de monde et tout ça, et à côté des espaces très, vierges, même si ça n'existe pas, mais en tout cas en libre évolution et donc très contrôlés pour pas qu'on y rentre. Et pour moi, ce que je défends, en tout cas, le modèle opposé, c'est de favoriser des coexistences soutenables, durables. Les chimpanzés, les bonobos, ils peuvent aller dans des jachères, dans des anciens champs, c'est pas un problème. Le problème, c'est le seuil. Bah, s'il y en a trop, là, ça devient un problème. Et c'est pas un problème structurel de dire il faut arrêter de faire de l'agriculture sur brûlis. Ça, c'est pas vrai. C'est un problème contextuel. Dans certains cas, il y a trop de monde, il y a trop d'agriculture, et là, ça va pas. Mais voilà, et moi je milite et ce que j'étudie, les situations que j'étudie, c'est ces situations de coexistence, d'avoir d'où elles viennent et comment elles évoluent et comment elles peuvent nous inspirer pour avoir de l'espoir et un peu d'optimisme parce que je suis bien d'accord Yolène que sinon, c'est la galère.
Il faut vraiment que vous vous intéressiez au Costa Rica, en tout cas. Mais bon, Je vais le faire, promis. et sinon, qu'est-ce qui se passe au Rwanda? On nous avait dit justement que, enfin, on avait entendu dire que les gorilles étaient très protégés, que là aussi, ça avait plutôt été bien accepté, mais c'est l'image que j'en ai, c'est peut-être faux, plutôt bien accepté par les populations locales, que ça a été vraiment fait avec eux et que ça avait permis une amélioration économique des habitants. Est-ce que ça, c'est un exemple qui pourrait être intéressant ou que vous connaissez ou non? Ou je dis des Oui, oui. bêtises? Vu votre rire, Ben, ça va être une bêtise. non, c'est pas une bêtise, c'est ce qu'on en dit. C'est normal que vous ayez entendu ça, Ouais, c'est pas une bêtise. Effectivement, la conservation des gorilles de l'Est, donc les gorilles Berengeri, là, enfin Diane Fossé, quoi, les gorilles des ouais. montagnes de l'Est, parce qu'il y a aussi les gorilles des plaines de l'Est, mais les mêmes gorilles que Diane Fossé. Euh, il y en avait, je sais plus, il y a 10 ans, c'était moins de 800, maintenant il y en a 1000. Donc c'est super, ça augmente. Et il y a 20 ans, il y en avait moins de 500. Enfin, on est vraiment là dans un succès en termes de nombre. Par contre, il y a aussi des papiers, alors là c'est plutôt en Ouganda, mais c'est sur les mêmes gorilles, c'est qui est sur le payroll, qui est sur qui touche l'argent en fait de tout ça. En tant que touriste, pour aller voir 1 heure les gorilles de montagne, c'est 1000 $ aujourd'hui. 1000 $, Oui, absolument. c'est énorme. Et c'est des groupes de 5, 6 touristes. Bon. Donc, et ils ont le droit à 1 heure par jour. Et les groupes, il y a plein de groupes, ils sont quasiment tous habitués, les groupes de gorilles de l'Est, hein, pour le tourisme. Donc oui, c'est un succès économique. Après, de là à dire, est-ce qu'ils ont impliqué les populations locales dans la création de parcs nationaux? Je ne connais pas en détail ce parc, mais ça m'étonnerait fortement. Par contre, tout ce dont je parlais dans l'idée de communautaire, de l'implication des populations locales, le thème du webinaire, c'est qu'il y a des gestionnaires d'aires protégées intégrales, de parcs nationaux, qui considèrent qu'un bénéfice économique reversé aux populations riveraines, c'est de la conservation communautaire. Et donc, tout se voit par le prisme de l'argent. Oui, bon, vous n'avez plus le droit de faire ça, on vous a pas trop, vous n'êtes pas dans la gouvernance, vous n'avez rien décidé, mais vous avez du boulot, vous avez des sous, donc c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si c'est satisfaisant. En tout cas, souvent, les gens ne s'en satisfaisent pas vraiment. Bon, vous avez compris. D'accord. Cédric, j'ai une question. Moi, je vais quand même poser les questions du public là, et du coup, on va peut-être changer un petit peu de style de sujet. J'ai une question sur l'explication des bains collectifs des macaques dans les eaux chaudes. Est-ce que c'est cette évolution, cette adaptation de comportement, est-ce que ça vient par mimétisme vis-à-vis des humains ou parce que ça leur apporte vraiment quelque chose et pour un confort de vie? Est-ce qu'on explique aujourd'hui ce qui a donné ce nouveau type de comportement chez les macaques? Ouais, ils l'ont copié, d'après ce qu'il a raconté, mais c'est les scientifiques primatologues dans les années 60 qui l'ont observé. Ils ont vu des jeunes individus observer les humains, imiter les humains, et après le reste de la troupe. Alors, c'est pas le reste de la troupe, c'est juste les individus dominants se sont mis à se baigner. Et c'est devenu une ressource à part entière dans le sens où les études physiologiques qui ont été faites, il y a vraiment des relâchés d'endorphines, ils se sentent bien. Euh, ils sont bien réchauffés dans le sens où les individus dominants qui se baignent ont plus de bébés, et des bébés qui survivent plus que des individus qui ne peuvent pas se baigner. Donc il y a un intérêt sur le fitness derrière. Ce qui est assez intéressant, c'est que, en tout cas, moi, je ne comprends pas pourquoi ça ne s'est pas dispersé ou ça n'a pas été innové ailleurs, dans le sens où c'est quand même quelque chose qui a l'air d'être très bénéfique, qui a des onsen un peu partout, et que c'est vrai que c'est que là qu'on peut l'observer. On en observe dans des milieux, des singes en captivité, mais pas en milieu sauvage. Et c'est assez intéressant. Donc, essayer de comprendre pourquoi ça s'est développé là et pas forcément ailleurs, et voir si le réchauffement climatique peut impacter ça, c'est des questions qui m'animent en tout cas. Ouais. Ouais, c'est passionnant, en tout cas, c'est incroyable cette évolution. Alors, une Et autre juste, question. pardon, Pardon, juste oui, pour, au parce contraire, au que contraire. moi, ça me fait penser ça au bonobo, justement, parce que j'en ai pas du tout parlé, parce que par manque de temps, mais ce mimétisme mutuel, il est tout à fait là aussi, là où je travaille avec les batékés, par exemple, ils vont dire les bonobos chassent comme les hommes, avec des chasses au filet en cercle dans la forêt, mais comme ils n'ont pas la lance, en fait, ils font des cercles, ils attrapent des antilopes, mais voilà, ils n'ont pas le feu, ils vont pas la faire cuire. Ils pêchent comme les femmes avec de l'écopage. On retrouve des barrages faits d'après eux par les bonobos.
et après ils font un tas de bois, mais comme ils ont pas le feu, ils peuvent pas mettre le feu. Et il y a plein d'histoires et à l'inverse des humains qui disent, bah, on a découvert cette plante qui favorise l'accouchement des femmes en observant une femelle bonobo qui avait du mal à accoucher, il y a longtemps. Et donc il y a plein comme ça d'histoires de transmission, technologique ou enfin de comportement en tout cas, mais dans les 2 sens, tel que perçu localement. Je dis pas c'est vrai ou c'est pas vrai, mais tel que c'est, déclaré. Et ça, je trouve ça aussi passionnant en termes de relations interspécifiques. Alors moi, je peux témoigner aussi parce qu'ayant dirigé un ouvrage collectif sur l'animal médecin, les contributeurs de ce livre ont beaucoup fait le parallèle là-dessus, avec des éléphants, par exemple, en Asie, où il y a vraiment des imitations entre leur cornac et les éléphants. Ils parlent même d'une médecine commune. Mmh. Les chimpanzés aussi, bien sûr. Beaucoup de chimpanzés ont inspiré des vieux sages africains pour découvrir les qualités de certaines herbes, certaines mousses, etc. C'est passionnant, ce mimétisme mutuel comme ça. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'ailleurs de mimétisme qui vous viennent comme ça? Puis après, on va passer à une autre question qui a vraiment rien à voir, mais c'est tellement passionnant. Est-ce que Cédric, par exemple, il y a d'autres, à part ce bain, bah si, il y avait la patate douce, mais c'est moins du mimétisme, la patate douce, on est d'accord, parce que là, elle l'a trouvée toute seule, la femelle. Elle n'a pas Oui, imité des humains. il y a eu des innovations qui n'ont pas été influencées par les humains. Euh, Chez les macaques japonais, bon, il y a d'autres comportements qui sont présents, euh, lesquels ont été influencés par enfin, j'ai entendu, mais justement, on va les voir. Là, je pars au Japon dans une semaine. Je me suis toujours posé la question de pourquoi les macaques, ou alors je sais pas, c'est peut-être que Victor pourra y répondre, mais ou les chimpanzés, je j'ai jamais eu ça à l'oreille non plus, n'utilisaient pas des sacs pour faire des provisions de nourriture et partir avec. Surtout que les macaques, en C'est vrai. général, quand ils piquent de la nourriture aux humains, ils les piquent dans les sacs. Donc ils voient bien que les sacs servent à quelque chose, ou que. Et là, j'ai entendu dire que dans un village, c'est le consul du Japon à Strasbourg qui est venu me voir pour m'en parler, les villageois lui avaient dit qu'il y avait un singe qui prenait un sac pour faire son course dans les magasins et qui partait avec toute la nourriture et qui revenait ensuite le lendemain avec un sac pour refaire la même chose. Donc, ça n'a jamais été rapporté. On va essayer d'aller voir si c'est vrai. Et si c'est vrai, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais l'utilisation des sacs, je ne sais pas, est-ce que il y a des choses qui ont été vues, l'utilisation de paniers par les chimpanzés, ou tu n'as jamais entendu parler de ça, Victor? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Après, là où vivent les chimpanzés, il y a en général pas beaucoup de sacs plastiques en vrai, ou de Oui. sacs même pas plastiques, mais il y en a dans les villages, notamment dans les zones d'hyperproximité, dans des sites particuliers en Guinée ou en Ouganda. Mais sur les questions de mimétisme, moi, c'est un autre exemple, mais c'est aussi intéressant, c'est, même si les bonobos sont pas tués, ils peuvent être tués de temps en temps dans la zone où je travaille s'ils sont pris dans un piège. Des pièges à coller à câbles qui sont non sélectifs, qui visent pas les bonobos, mais si un animal pris dedans, on peut pas les libérer. Un bonobo, c'est très fort, hein, c'est comme 5 hommes, c'est comme un chimpanzé, c'est hyper fort, musculairement, et donc on doit le tuer. Et pour éviter qu'il nous renvoie la lance, les gens nous disent: «Il faut prendre la lance, il faut la plier comme ça sur son genou sans la casser et après on tire». Parce que sinon, comme le chimpanzé, il va faire comme nous, il va prendre la lance, il est tellement fort, paf! Il va la péter si on le loupe et il pourra plus nous la lancer. Alors que si on fait pas ça, il va récupérer la lance et il peut nous la lancer dessus. Donc ça, c'est un exemple de comment, des techniques de chasse ont été adaptées, prenant en compte ces questions de mimétisme. Ah, c'est excellent, c'est passionnant. Je reviens à toute cette question de la conservation et puis la sauvegarde des primates. Il y a une question de notre public, c'est quelle prise en compte y a-t-il concrètement en France, soit par l'État, soit par la société civile en France? Est-ce que c'est un sujet qui intéresse les Français, ou est-ce que on se dit oh là, c'est loin, ça ne nous concerne pas? Quelle est notre attitude vis-à-vis de ça? Par Est-ce qu'il rapport y a à des quoi? recherches là-dessus? Par rapport tout ce que vous dites sur la conservation et l'intervention des populations locales, sur la sauvegarde
des primates? Est-ce que les Français sont loin de tout ça et on a d'autres chats à fouetter, si je puis dire vulgairement? Ou au contraire, est-ce qu'il y a vraiment des associations, dans l'État, il y a des vraiment recherches là-dessus? Est-ce qu'on sent qu'il y a une vraie pensée, une vraie, pour aider, que ce soit en Afrique ou ailleurs, cette conservation à évoluer? Ou ça ne nous Hem, concerne pas? alors, C'est une des questions du donc là, il faut distinguer 2 trucs. Si on parle des Français en tant que grand public, auquel cas je pense qu'il y a des des les 2, opinions et des les voilà. 2. Donc pour le grand Mmh. public, c'est très varié. Il y a des gens comme je pense celles et ceux qui sont, ici connectés sont plutôt très sensibles aux questions de protection de la nature et voilà. Mais dans certains cas, moi je trouve que dans la communauté française en France qui s'intéresse à la biodiversité à l'international, pas en France, hein, il peut enfin il y a une sorte de naïveté au sens de il suffit de faire des aires protégées, mais en fait, ça fonctionne pas. Donc voilà, je pense que là, on a un travail à faire là-dessus. Et après, pour les instances, les institutions françaises, moi, je fais partie d'un groupe de travail du comité français de l'UICN qui s'appelle Biodiversité Pays en développement, qui vise à regrouper l'expertise française pour la biodiversité à l'international. Et on a notamment, créé l'ouverture d'un nouveau guichet avec l'Agence française de développement qui vise à, financer des partenariats entre associations françaises et ONG du sud, locales, existants. Donc pour dire que alors c'est sûr, c'est pas des gros trucs, mais c'est quand même un budget à plus de 3 millions sur 2 ans. Il y a des actions concrètes qui sont faites en France pour soutenir les acteurs français qui interviennent, sur la conservation. Je parle dans les pays du sud, international, dans les suds au sens large, quoi. Oui, parce que justement, il y a une autre personne qui fait un commentaire en demandant comment est-ce qu'en tant que citoyen français, on peut aider à cette conservation, de quelle manière, au-delà des dons? En fait, c'est surtout les dons, et nous, le public, comment est-ce qu'on peut aider? Il y a les dons, mais je dirais aussi qu'il y a la façon dont on peut faire du tourisme si on fait du tourisme, par exemple. Il y a du tourisme qui va impacter, par exemple, j'ai vu que là, il y a une nouvelle, branche française de Bornéo Orang-Outan Survival qui a ouvert. C'est assez intéressant. Bon, c'est sur la survie des orang-outans, avec le fait qu'il y a des petits qui sont, élevés avec des humains, pour les réhabiliter à vivre, dans la forêt. Hem On va être très sensibilisé à ça, mais du coup, on va ça facilement se faire avoir si on voyage dans des pays comme en Indonésie ou en Thaïlande, à aller voir des animaux qui ont été capturés et on comprend pas le lien, en fait. On va aller voir des zoos, mais c'est des animaux qui ont été capturés dans la nature et ça aurait pas dû être fait. Ou alors on va faire du tourisme, mais du tourisme sur des éléphants pour aller voir, les tigres ou donc il y a aussi la façon dont on peut agir en tant que touriste si on décide de voyager à l'étranger en faisant pas de tourisme animalier en tout cas, ou en tout cas en vérifiant à chaque fois qu'il y a un tourisme animalier ou un tourisme, dans la nature, comment c'est fait pour éviter de moins impacter, à la fois, je dirais les animaux qui sont présents, mais aussi voir comment ça impacte de manière positive les populations locales. Parce que si c'est fait par, moi je viens de l'apprendre, African Park, c'est que du coup, ça veut dire qu'on a viré derrière les populations locales et bah, ça remet en jeu un peu, Mmh. l'impact qu'on a voulu en payant, son ticket d'entrée à African Park. Donc il faut réfléchir un peu aussi à tout ça, je dirais. Oui, moi aussi, je dirais Réfléchir que et se renseigner, réfléchir voilà, et se renseigner parce que c'est pas exactement. Moi, je évident. pense que Mmh. si on est passionné, enfin, par ces questions, le plus important, c'est d'être critique avec les informations qu'on a ici. J'ai tendance à souvent taper sur le WWF, vu mon expérience en Afrique centrale. C'est une ONG qui fait un très bon travail de plaidoyer en France auprès des gouvernements pour les entreprises françaises et tout ça pour favoriser des labels, OK. Mais qui en Afrique centrale fait des actions qui sont, fortement problématiques et donc de dire: «Je donne, 100 € par an au WWF et donc c'est cool, c'est ma participation». Ça, pour moi, c'est contre-productif. Par contre, si on s'y intéresse, ben, il faut se renseigner et c'est là, c'est compliqué. Donc c'est, lire des ouvrages, c'est et être critique au sens large, c'est-à-dire ne pas prendre l'info, mais de plus en plus, hein, avec la multiplication des productions d'informations, ne pas prendre l'info telle qu'elle est, mais toujours, essayer de critiquer, en fait, dans quel contexte elle a été produite, qu'est-ce qui dit ça, pourquoi, quels sont les intérêts derrière. Donc c'est compliqué, mais c'est sûr que et puis bien sûr, beh, il y a des choses de base, l'huile de palme pour, enfin voilà, l'huile de palme durable n'existe pas. Voilà déjà, intensive et tout ça, les labels, faut toujours faire attention. C'est mieux que rien, mais il faut toujours faire attention et cetera et cetera. Mais c'est sûr une citoyenne, un citoyen français comme ça, il a pas plein de marge de manœuvre, si ce n'est
ses achats. Ça, c'est quand même un vrai truc important, hein, des choses de base, mais le local. Le bio, c'est important, mais il vaut mieux acheter du local que du bio qui vient de 2000 kilomètres, quoi. Enfin voilà, il y a tous ces enjeux de filière et de réfléchir à, comme disait Cédric, où on part en vacances, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, après, il faut garder un peu de spontanéité. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on va pas non plus tout le temps se prendre la tête sur tout ce qu'on fait. Mais voilà. Bon, bah, écoutez, avant qu'on se quitte, comme il nous reste 2 minutes, je vous propose chacun de prendre 1 minute pour nous faire une petite conclusion en nous laissant, en nous disant un peu quel est votre espoir. Est-ce que vous restez quand même, malgré une époque bien anxiogène, notamment sur des sujets comme ça, vous arrivez quand même à garder, une vision positive et quel est pour vous, quelque chose qui vous donne de l'espoir? Alors, je sais pas qui veut commencer en forme de conclusion? Euh, Cédric? Ouais, je dirais pas que j'ai forcément de l'espoir, en fait, c'est ça qui est. Moi, je suis pas défaitiste, je suis plus fataliste, c'est-à-dire je me rends compte de la réalité des choses et je laisse faire les choses telles qu'elles sont. J'ai voulu agir pendant longtemps sur certains domaines et finalement, je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas forcément prêts. Donc, moi, j'essaie d'agir à mon niveau, à ma manière, en m'appliquant à différents endroits et je pense que si chacun faisait ça, déjà, ça serait déjà pas mal, ouais. Donc que chacun Et d'entre nous fasse la même chose. Et Victor? ben moi, je suis encore sûrement un peu naïf, mais j'y crois encore au sens où j'ai une profonde confiance dans notre espèce en tant qu'individu, hein. La plupart de nos interactions interhumaines sont quand même positives. C'est pas que il y a la guerre, certes, mais il y a la plupart de nos interactions quotidiennes sont de coopération, de solidarité, etc. Et mon combat pour moi, c'est de faire passer les messages que j'ai essayé de faire passer aujourd'hui, que d'autres formes de conservation sont possibles et que si elles sont connues, je pense que ça peut entraîner une dynamique. Alors après, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est plutôt, ce dont je parlais tout à l'heure, ce néolibéralisme qui ne fait qu'augmenter et j'en profite pour répondre à la question de François Moutou, sur, le problème des Indiens plein d'argent qui viennent en RDC acheter 12 chimpanzés et c'est pas forcément les autorités locales, c'est les autorités nationales. Pour moi, c'est la même chose que dont je parlais tout à l'heure, le néolibéralisme. Ce problème du pouvoir de l'argent et voilà. Et pour le contrer, mon espoir, c'est de mettre en avant des structures comme Mbumontour, des ONG congolaises, que la RDC, c'est pas que les viols à l'Est, la terreur et des choses horribles avec le travail des enfants. C'est aussi des Congolais qui revendiquent une autre forme de protection de la nature. Merci de cette vision, positive, malgré tout. Il y a quand même, des choses à en retenir et merci beaucoup, ça a été passionnant. Donc Victor Nara et Cédric Sieur, ben, bonne journée. Merci à tous, Merci pour d'avoir l'invitation. participé et puis, ben, vous retrouverez ce webinaire, enregistré que vous pourrez faire diffuser à tous vos réseaux, comme on dit aujourd'hui, pour prêcher la bonne parole pour la conservation des animaux et des primates. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, Merci, au revoir. au revoir.